Chers amis de TV Liberté, bonjour. Tous mes vœux, et j'ai l'habitude de dire la moins pire possible par les temps qui courent. À vous aussi, Monsieur l'abbé. J'ai la joie de recevoir Monsieur l'abbé ce matin pour son livre qui vient de sortir, L'Église demain, et pour avoir son avis sur ce qu'il s'est passé à Notre-Dame ces derniers temps. Les discours, les cérémonies et la réouverture. Et préalablement, je voudrais saluer un géant breton qui nous a réjouis pendant un certain nombre d'années parce qu'il nous a empêchés de se désoler quotidiennement sur ce qui arrivait en France, puisqu'il disait un certain nombre de vérités. Et je crois que la haine qu'il déclenche, on a vu ce qui s'est passé hier soir à Place de la République, est un signe d'abord de décivilisation, mais aussi, je pense, l'inversion totale de notre temps, parce qu'il n'y a pas eu de personne dans ce XXe siècle moins haineux que Jean-Marie Le Pen. Il n'y a qu'à le lire, mais encore faut-il savoir lire. C'est un homme qui aimait son pays, qui aimait la France, mais cet amour est interdit aujourd'hui. Et voilà pourquoi cette haine est déclenchée. Mais je crois qu'il a un autre intérêt, c'est qu'il montre bien combien le monde politique et un certain nombre de journalistes sont des nains à côté de ce géant breton, encore une fois. Voilà. Et par ailleurs, il récitait Brasiliac par cœur de façon magnifique. Il a fait des CD, des disques des poèmes de Fresne, et dont je lui suis très reconnaissante. Alors, nous partons vers Notre-Dame et d'abord vers votre œuvre, Monsieur l'abbé. Votre blog d'abord, que je voudrais inviter, pour lequel je voudrais inviter les auditeurs à se pencher, sur lequel je voudrais inviter les auditeurs à se pencher, parce que vous répondez de façon extrêmement claire à toutes les questions que l'on peut se poser aujourd'hui. Ce blog s'appelle Res Novae, choses nouvelles. Les choses nouvelles. Dans le latin classique, la Révolution. Je parle des choses de la Révolution, si vous voulez. Oui. Oui, bien mais sûr. Cicéron, quand il dit Res Novae... Ah, c'est ça. Oui, il parle de la Révolution. Ça m'avait échappé, mais j'ai bien fait de vous poser la question. Rerum Novarum, le titre des choses nouvelles. Oui. La phrase continue, bon, elles sont mauvaises, ces choses nouvelles, et on va vers des choses traditionnelles. Merci de cette précision. C'est ce que j'ai toujours pensé. D'ailleurs, quand il y a une chose nouvelle, je me dis qu'est-ce que cette chose nouvelle va nous apporter de mal. Mais je n'avais pas fait le rapport avec Cicéron. Ma culture est pleine de lacunes. Vous avez écrit aussi un certain nombre de livres très instructifs. Le ciel sur la terre, essai sur la liturgie. La messe, une forêt de symboles. Vous avez préfacé un texte inachevé de Bernanos, l'encyclique aux Français. Cette encyclique, c'est le dernier texte que Bernanos a écrit, et il s'y adresse aux Français en dressant un regard percutant sur les hommes d'Église et en constatant que ce qui a manqué à l'Église de France depuis 200 ans, c'est la vertu de force. Et en fait, il y a un petit écho de la grande peur des bien-pensants. Il dresse un constat de l'échec durable de la politique de ralliement imposée par Léon XIII. C'est presque une obsession. Et il a bien raison. Et vous avez consacré un livre aussi à la tentation du ralliement, sous-titre « Être catholique en démocratie ». Vaste sujet. La tentation, le mot est faible. J'aurais dû dire le péché.
Ah oui, mais on sent que vous êtes toujours dans la retenue, monsieur l'abbé. Merci. Vous tenez serré les rênes de votre plume pour que... Je vous citerai. Merci. Mais d'ailleurs, vous avez raison, il faut toujours se retenir. Mais... Le petit explicatif, tous vos livres sont sur Amazon, je le signale, parce que dans la France profonde, vos livres ne doivent pas être en librairie, donc je suis contente de signaler ça. C'est fantastique. Et vous écrivez à propos de la tentation du ralliement, « Condamné à vivre dans un monde qui ignore Dieu et bafoue la loi naturelle, l'auteur préconise d'en sortir, au moins moralement, en s'élevant contre lui pour se préparer effectivement à le remplacer. » Grand programme. Oui. La formation, l'éducation des enfants. Oui, tout doit rentrer là-dedans. Tout doit rentrer là-dedans. L'homme est politique par nature. N'est-ce pas ? Et donc, toutes ces choses sont interconnectées. L'éducation surtout. Et puis il y a ce grand livre que Via Romana a publié qui s'appelle « Trouvera-t-il encore la foi sur terre ?» Alors, derrière ce titre tragique, qu'il y a-t-il, monsieur l'abbé ? Une histoire de la crise de l'Église. Histoire de la crise. Prise assez loin, avant Vatican II, au XIXe siècle, XXe. Pardon. Et Vatican II, la suite. Mais essentiellement, ça porte sur Vatican II. En tentant d'expliquer que c'est une crise magistérielle, aussi bien dans le fond, en raison des ratés, on va dire, doctrinaux, que dans la forme, le fait de s'abstraire du magistère comme tel, et de rester sur un semi-magistère, ce fameux magistère authentique ou pastoral, qui permet, paraît-il, de tout dire, mais qui fait qu'on ne dit rien, en fait, rien de la foi. Et vous dites ailleurs, d'ailleurs, que, en effet, un concile était nécessaire qui eût pu prendre la forme d'une contre-réforme. Tout à fait. Mais qui, en fait, est devenue une révolution. Une révolution, oui. Oui, je le dis dans l'Église demain. Voilà. Oui, et de fait, la réforme de l'Église reste à faire. Vaste programme là aussi. Elle reste à faire depuis le début, depuis toujours, depuis sa naissance. Mais, mais là, ça urge. Ouais, ça urge. Autre livre, Les nominations épiscopales en France. Oui. Grand sujet, avec ce renvoi comme une petite bonne de Monseigneur Ray. Oui, c'est terrible. On a déjà vu beaucoup d'évêques renvoyés dans l'histoire de l'Église. Dans l'histoire de l'Église, non, quelques-uns de style qui avaient commis de grands péchés. Pour grands problèmes, oui. Problèmes généralement doctrinaux ou moraux d'une grande importance. Là, il n'y a pas de raison. Enfin, la raison expliquée. Voilà. Mais ça se fait aujourd'hui. Ah oui, là, c'est d'ailleurs... Il n'est pas le seul. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont tous... Monseigneur Oliveri, en Italie, Albenga a été renvoyé de la même manière. On lui a mis un coadjuteur ayant tout pouvoir, lui aussi. Alors lui était peut-être plus traditionnel que Monseigneur Ray. La marque de fabrique de Monseigneur Ray comme évêque, ça a été de mélanger. Oui. Et ça, c'est insupportable. Pas à nous, bien sûr, mais à eux. Tout à fait, oui. Avoir un séminaire dans lequel se mélangent les soutanes et les jeans et tout le monde fait bon ménage, ça, c'est pas possible. Oui. Vous avez fait un autre livre sur la virginité de Marie qui s'appelle Semper Virgo. Ah non, ça, je l'ai préfacé. Vous l'avez préfacé. C'est le père Lanzetta qui est un ancien franciscain de l'Immaculée. Un très beau livre, oui, très théologique. Et puis un autre livre sur la messe à l'endroit, un nouveau mouvement liturgique, penser l'œcuménisme autrement. Oui. Qu'est-ce que vous appelez la messe à l'endroit ? La messe à l'endroit, la messe retourner vers le Seigneur. Disons que la première chose à faire dans les paroisses ordinaires, serait de retourner à l'autel. Quand on a fait ça, on n'a pas tout fait, loin de là, mais on a fait une chose très importante. Bien sûr. Vous écrivez aussi une histoire du missel tridentin et de ses origines. En fait, les catholiques ne savent rien de leur religion. On ne savait pas. Quand vous nous avez expliqué la messe forêt de symboles, ça a été extraordinairement enrichissant, en fait. On ne sait rien.
Il y a une instruction catéchétique qui n'est pas tout à fait au point. Alors dans cette veine, j'espère que d'autres s'engageront, parce que c'est un effet très important. De même que dans la connaissance de la Sainte Écriture, il y a le sens littéral, mais il y a aussi un très riche sens spirituel, symbolique, qui a été cultivé par les pères de l'Église par le Moyen-Âge. De même, dans la liturgie, et il y a eu cette culture du sens... on va dire symbolique, spirituel, mystique, enfin tout ce qu'on voudra, jadis, jusqu'au XVIIe siècle, pas plus. Ce serait bien d'y revenir. Un livre sur les oppositions romaines au pape. Ça, c'est sous Benoît XVI. Sous Benoît XVI, qui a rencontré beaucoup d'oppositions romaines. Et enfin, un livre sur la grandeur du christianisme, qui remet quelques idées en place et qui remet quelques vérités en place. Ce qu'il faut savoir à propos de grandeur du christianisme, c'est qu'il vient de sortir un livre en Espagne sur la très belle action de l'Espagne catholique en Amérique latine. Ah oui. Est-ce que vous avez quelques mots à nous dire? Non, mais c'est vrai que cette colonisation a comporté quelques abus, c'est clair. Comme tous les faits guerriers, bien sûr. Encore qu'il faut dire que la civilisation en question, notamment au Mexique, était horrible. Hein. Oui, il y avait quand même un gros massacre d'enfants. Un gros massacre d'enfants, oui. On parle de 150 000 ou 200 000 personnes raptées chaque année pour le bénéfice des rites sacrificiels. Oui. Mais je veux bien le dialogue interreligieux parfait, mais enfin, il faut... Quand même, oui. N'allons pas trop loin. Et oui, et donc a aborté beaucoup de choses, notamment, et d'abord, le catholicisme, bien sûr, et toute une civilisation aussi artistique. Bien sûr. Le baroque d'Amérique latine, c'est merveilleux. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est ce que je répondais à un petit garçon à qui je faisais apprendre les conquérants de José María de Heredia, et je pose à la volée à la classe qu'allaient faire les Espagnols en Amérique latine. Et un petit garçon me répond « massacrer des Indiens ». Et j'ai répondu qu'il regardait sans doute trop la télévision. Je n'ai pas accusé les parents. Parce que il faut faire une différence entre la colonisation de l'Amérique du Nord, où là il y a eu vraiment un génocide des Indiens, et celle du Sud. Il suffit de regarder les Américains latins du Sud, de voir combien ils sont mêlés d'Indiens. Et combien ils sont catholiques aujourd'hui. Oui. La catholicité en Espagne, en Amérique latine, est fantastique. C'est sûr. Mais ils sont souvent aussi Indiens qu'Espagnols. Absolument. Absolument. Donc... Alors, nous avons besoin de vos lumières sur cette belle cathédrale qui, alléluia, n'a pas été détruite. Ceux qui ont mis le feu ont raté leur coup, en fait, quand même. C'est quand même un signe de joie, non? Oui, bien sûr. Il faut se réjouir. Bon, on ne s'est pas beaucoup préoccupé de chercher les causes du feu. Mais enfin, plus on interroge... Chaque fois que je vois un pompier, je l'interroge. Dernièrement, les pompiers sont venus pour avoir leurs étrennes. Donc, je les ai interrogés. Qui a brûlé Notre-Dame? J'ai vu le film de Jean-Jacques Hano sur l'incendie, un film magnifique. Et j'ai bien vu que les pompiers en face de nous étaient extrêmement sceptiques sur la cigarette. Donc on a évité le pire. Le toit de la nef est tombé, mais elle a été reconstruite. Et on a évité le pire aussi avec le projet du père Drouin, qui était tout de même assez catastrophique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait un chemin catéchétique lumineux dans la cathédrale. Il y avait des messages sur les murs, en plusieurs langues, qui tendaient un peu à la propagande politique, sur l'environnement notamment. Il y avait le projet de retirer la moitié des chaises, et bien sûr, retirer tous les confessionnaux. Alors, or, il en reste 3. Il en reste 3, exactement. Sauf que dans les grands lieux de pèlerinage, que ça soit Lourdes, que ça soit Saint-Antoine de Padoue, que ça soit chez Padre Pio, c'est pas 3 confessionnaux qu'il y a dans ces lieux, c'est des vingtaines, et dans toutes les langues. Et dans toutes les langues. Commettons des péchés à Paris. Sans doute pas, vous avez raison. J'avais pas pensé à cette excuse. Mais je suis allée à Notre-Dame 2 jours après le discours, après l'inauguration,
Et j'ai été quand même un peu effarée. La lumière trop envahissante, partout. Au début, c'est vrai. C'est un problème du siècle d'ailleurs. Ils ont créé des LED et ils ne maîtrisent pas l'emploi de cette lumière. Ils ne maîtrisent pas les couleurs. Et ils se croient toujours dans une galerie commerciale. Il y a un problème. La technique est bien, mais s'il n'y a pas de mental et de culture derrière pour gérer cette technique, c'est la catastrophe. Il y a eu, jamais on a connu pareille épuration dans l'Église, jamais. Épuration des confessionnaux, de la couronne de lumière, des garnitures d'autels, des chapelles latérales. Il n'y a plus. Heureusement, les autels sont là. Les autels sont là, Ils ont été reconstitués impeccablement. L'épuration des tapisseries et d'un certain nombre de toiles anciennes au profit de tapisseries contemporaines. Et d'ailleurs, c'est très amusant parce que le rapprochement entre les deux fait apparaître évidemment les toiles contemporaines très pauvres. Les mets. Les mets. Ces fameux... Oui, fameux mets offerts par les orfèvres. Par les orfèvres, tout, depuis le Moyen-Âge, pour le mois de Sainte-Vierge, sont... Enfin, ceux qui étaient déjà dans Notre-Dame, parce que un certain nombre sont partis, sont à Amiens, je crois. Oui, mais enfin, c'est pas normal. Non, bien sûr, non, vous avez raison. Enfin, ils sont là. Oui, ils sont là, absolument. Ils n'ont pas brûlé aussi. Absolument. Le reliquaire de la couronne d'épines. Alors, ça dépasse tout. Parlez-en-nous. Une espèce de couronne. Alors, bon, certains disent que c'est blasphématoire parce que quand on compte le nombre de cases dans cette couronne, on arrive à 666 multiplié par... Bon, possible. Mais le blasphème, il est d'abord dans la laideur. Que la couronne d'épines puisse être enchâssée dans cette espèce de machin. Elle m'a fait penser à une œuvre égyptienne et aztèque. Oui. Ou aztèque. J'aime mieux, non Vous êtes gentil. Non, mais je me retiens. Il y a aussi un scandale, c'est l'énorme boutique qui occupe quand même un énorme espace derrière, au fond de l'église. Au fond de l'église, oui, c'est ça. Ben, c'est quand même... Avec le petit commerce qui continue sans arrêt. J'imagine que pendant la messe, on peut aller acheter... n'est réservé à la messe que le centre. Tout autour, on peut tourner. Théoriquement, on ne doit pas faire de bruit. Mais enfin, bon... Alors ça, si vous voulez, avant, c'était quand même pas aussi la même chose. Oui, c'est vrai qu'il y avait des chaises de chaque côté. Il y avait des chaises de chaque côté. Dans les allées latérales. Oui, mais enfin, on tournait quand même beaucoup. Hein. Oui, on tournait beaucoup. Aujourd'hui, c'est terrible, parce qu'évidemment, du fait du feu et de la reconstitution, il y a des foules qui se présentent tous les jours. Et beaucoup de gens d'Amérique latine. Ah, très bien. À cause de l'anniversaire de la Vierge mexicaine. Des apparitions de la Vierge au Mexique. Donc... Alors, il y a encore, et ça il faut l'aborder, ce sujet triste de la cérémonie d'inauguration qui a tout de même été choquante à plus d'un titre. Vous avez aimé les chapes de Castelbajac? Vous voyez dans une chape de Castelbajac? Non, c'est très... Vraiment, là aussi, enfin, ils sont couverts de ridicule. On a couvert les célébrants, à savoir l'archevêque et ses deux diacres, de ridicule. Mais ils l'ont accepté. Ah ben, bien sûr. Ils l'ont accepté. Alors c'est très étrange. Bon, en plus, on ne sait pas de quelle couleur, puisqu'elles sont de 1000 couleurs, enfin, bleu, alors qu'il y a des rites. Alors, voilà, il y a des... Bon, attention, nous sommes dans la nouvelle liturgie, c'est-à-dire que les rites... Non, nous parlons de l'ancienne. Oui, j'entends bien, mais pour la nouvelle, tout est quasiment possible. Parce que l'autel, par exemple, alors ça aussi, c'est terrible. Quand on rentre dans la cathédrale, on voit l'autel. Il est moche, vraiment. Cette espèce de machin noir... Pour moi, c'est la baignoire de Marat. Oui. Alors, s'il arrivait un autre accident, savez-vous que lors de l'incendie, la flèche est tombée sur l'hôtel du Siget. Oui, c'est terrible. Et pourtant, il est possible de faire un hôtel contemporain très joli. Celui de la cathédrale de Saint-Louis de Versailles est magnifique. Je l'ai revu encore récemment. Je me suis arrêtée à Tournus et à chaque fois que je m'arrête, je vais voir l'abbaye Saint-Philibert, qui est cette abbaye tout de même romane, commençait à être construite au Xe siècle. Eh bien, il y a un nouvel hôtel qui a été construit par Gucci, qui est magnifique, qui reprend sur ses parements les voûtes romanes qui sont tout autour. C'est possible, hein, quand on veut. Bien sûr. C'est possible. Alors, un autre, il est en bronze. Alors, ça revient à votre question sur les couleurs des chapes, où je vous disais, on peut faire n'importe quoi. C'est-à-dire que l'autel est en bronze. Dans le préambule du missel romain,
ces points sont abordés, à savoir les couleurs, à savoir la matière de l'autel. Et c'est toujours le principe du toutefois, comme pour le latin dans Sacrosanctum Concilium, la langue de l'Église, enfin la langue de la liturgie, le latin, toutefois, on pourra, etc. Et c'est le toutefois qui permet de tout faire. Là aussi, l'autel doit être en pierre, toutefois, et on le mettra en bronze. Les couleurs sont énoncées par le préambule du missel, le vert, tout a été prévu. Tout est prévu, toutefois, on pourra faire autre chose. Et en effet, là, c'est carrément autre chose. Et puis le discours dans lequel on a repéré 20 fois, je crois, le mot fraternité, des expressions typiquement maçonniques, et puis la présence de cette brochette de gens qui n'avaient strictement rien à voir avec la religion catholique, alors qu'on n'a même pas porté la communion aux gens qui étaient dehors. Vous parlez là de la messe. De la messe du lendemain. La messe du lendemain, oui. Parce qu'il y a eu l'inauguration. Il y a eu l'inauguration et puis il y a eu le... Mais le pape n'est pas venu. Et j'avoue qu'il m'arrive souvent de lui dire des choses. Mais là, j'approuve pleinement. Je me retrouve très François. Il a préféré, là encore, avec la religion populaire, si on peut dire, que venir dans ces mondanités parisiennes. Absolument. Ce qui a été très mal pris par la conférence épiscopale, par le président Macron, mais aussi par les évêques de France, qui sont tombés sur le pauvre cardinal Boustillot. Parce qu'il avait attiré le pape chez lui et qu'il l'avait empêché de venir Il avait trouvé une excuse, en somme. Oui, absolument. Mais on va reparler de la conférence des évêques. Parce que M. Macron nous a dit qu'il allait reconstruire la cathédrale en mieux. C'est une preuve de grande modestie chez lui. D'autant plus qu'il n'est pas maçon, au sens propre du terme. C'est donc pas lui qui a reconstruit. Ce sont les architectes du patrimoine et tous les merveilleux ouvriers. Mais en fait, il a joué la rupture, la déconstruction, voire la désintégration. Et à votre avis, de quoi cette désintégration est-elle le nom, monsieur l'abbé ? De la civilisation contemporaine, qui veut à toute force choquer, qui fait que dans Paris, par exemple, je ne sais pas ce qui est peut-être la plus belle ville du monde, n'est-ce pas ? On salit systématiquement tous les monuments du passé en flanquant devant des bancs abominables, des choses-là. Il faut mélanger le moderne le plus affreux avec... Et Macron voulait faire ça tout de suite. Il fallait faire une nouvelle flèche. Il faudra donc faire des nouveaux vitrons, on peut en parler. On va en parler, et ainsi de suite. Il s'agit de... Et hélas, le clergé lui emboîte le pas. Le clergé emboîte le pas, et les évêques aussi. C'est peut-être le moment de parler de cette confédération des évêques de France. Est-ce que Jean Madiran n'avait-il pas totalement raison quand il a dit que cette réunion des évêques, cet organisme, a finalement privé les évêques de leur pouvoir individuel, de leur autonomie et de leur... Oui, ça c'est un... Vous avez raison, mais c'est une des conséquences de Vatican II, un paradoxe, puisque ce concile était, nous a-t-on expliqué, fait pour... décentraliser. Contrebalancer Vatican, faire en sorte que Vatican, qui ne s'était occupé que du pape parce qu'il avait été interrompu par la guerre de 70, définir l'infaillibilité du pape, sa plénitude de pouvoir, ne s'était pas occupé des évêques, il fallait faire relever l'état de l'épiscopat. Or, il s'est passé tout le contraire, en haut et en bas. En haut, parce que jamais le pape n'a eu autant de pouvoir sur les évêques que depuis Vatican II. Ce sont vraiment de vulgaires préfets désormais. Notamment par le fait que le synode, qui a été institué comme une espèce de parlement, n'a qu'un pouvoir délibératif. Enfin, il est manipulé toujours par le pape, des fois dans le bon sens. Mais quand c'était sous Benoît XVI, mais manipulé quand même. Et ensuite parce que Paul VI a imposé la règle de la démission à 75 ans. Qui fait que les évêques, qui sont quand même des personnes pas très jeunes toujours, arrivent très vite au bout de leur mandat et sont remplacés, ce qui vient que ça fait un turnover, comme on dit en anglais. Absolument. Et ça permet de placer alors ça, c'est pour le haut. Et donc ils sont si je puis dire, comme des militaires devant leur chef. Et par le bas,
En effet, l'évêque a été coincé dans la conférence épiscopale. Celle de France date de 64-5. Elle a remplacé c'est pas la conférence, l'Assemblée des cardinaux et archevêques. C'est ça, oui. Mais qui n'était pas une espèce de parlement, c'était simplement... Oui. Bon. Et cette assemblée fait que les évêques prennent des décisions communes. Ils peuvent toujours, théoriquement, prendre des décisions personnelles, mais ils ne le font pas parce qu'il y a... Non, parce qu'en plus de ça, il y a un porte-parole qui pratiquement décide ce qu'il faut dire. Tout à fait. Et donc avec un poids du conformisme qui est très 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 grand. Et en outre, alors dans leur propre diocèse, ils sont entourés de conseils, de ceci, cela. Ils ont très peu de liberté, sauf quand ils veulent prendre leur place, comme le faisait Monsigneret. On voit ce qu'il lui en a coûté. Oui, absolument. Mais et d'autres au sud-ouest. Et d'autres au sud-ouest qui ne sont pas loin de suivre le même chemin. Mais ce qui est symptomatique, c'est ce qui arrive, ce mensonge, ces contradictions, ça arrive dans tous les domaines. On vous dit on va s'occuper de votre santé, et en réalité, on tue les bébés, on tue les vieux, et on file des pandémies pour être sûr que les gens meurent plus facilement. Mais c'est pour notre sécurité. C'est comme ça dans tous les domaines. Il y a une espèce d'atmosphère de mensonge. Encore une fois, on va s'occuper des constructions et tout, et en fait, on va rendre les constructions complètement inaccessibles au petit peuple, puisqu'ils peuvent rien acheter. Enfin, on est dans même plus louer désormais à Paris. Même plus louer. On vit dans le mensonge absolument permanent. Alors, venons-en à cette question des vitraux qui est... Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ça provoque un gros choc dans l'opinion publique. Oui, c'est très intéressant. Il y a trois pétitions. 3 pétitions. Oui. Et il y aura des procès. Et il y aura des procès. Et il y aura des procès quand ce sera possible. Absolument. Il y aura un procès quand... ça, c'est le site, c'est l'association Sites et Monuments de France, qui est une très ancienne... Et aussi la Tribune de l'Art. La Tribune de l'Art se joint à Sites et Monuments pour faire... Qui a lancé une très grande pétition. Là, il y a une grande pétition. Il y a déjà 300 000 personnes qui ont signé. Ils expliquent qu'ils auraient déjà commencé un procès s'il y avait une décision. Mais il y a pas... En fait, la chose se fait... Quand le dépôt la déclaration de travaux sera faite. Pas de décision écrite, donc on ne peut pas attaquer encore. Voilà. Alors, faisons un peu d'histoire, parce que moi, ça fait une belle lurette que je suis sidérée de rentrer dans une des cathédrales romanes ou une petite chapelle et de voir des vitraux qui, pardonnez-moi, à l'exception des vitraux de Chagall à Reims, que je trouve assez beaux parce qu'ils ont ce bleu extraordinaire, et parce que Chagall a fait l'effort de faire des sujets bibliques. Donc il y a un certain respect. Mais tous les autres sont absolument... alors, prenons comme exemple Soulages à la cathédrale de Nevers. On a l'impression qu'il a pris des éponges, qu'il les a plongées dans de l'ocre, et il a appliqué ça sur ses vitraux. C'est absolument monstrueux. Je vais vous dire, alors à Tournus, pratiquement le même procédé pour le chœur dans cette abbaye Saint-Philibert. Ce qu'ils n'ont pas compris, ces gens qui font des vitraux, c'est qu'il n'y avait pas d'électricité. Et que donc mettre des vitraux foncés, ça occulte complètement la lumière. Et on peut objecter tout de même que les vitraux de Chartres, par exemple, qui sont des vitraux... Alors, les vitraux de la coréenne j'entends les vitraux anciens de Chartres, ou les vitraux donc, de cette époque-là, médiévaux, sont très colorés aussi. Ils sont très colorés, mais ce sont des couleurs qui éclatent. Le moindre petit brin de lumière les fait rayonner. Donc ça ne fait pas forcément une lumière blanche, mais ça fait une lumière bleue. Vous voyez, on n'a pas la même impression d'obscurité. Non, l'impression est tout à fait différente, c'est clair. C'est le cas de le dire. Et bon... alors à Chartres, on a choisi une artiste coréenne qui se vantait de ne pas être chrétienne du tout, qui a fait des choses non figuratives dans une chapelle, dans la chapelle Saint-Pia. Il y a l'abbaye de Conques aussi. Enfin, c'est une vieille obsession qu'a le ministère de la Culture de s'installer dans ce qui n'est pas à eux, c'est-à-dire le patrimoine religieux.
Qui n'est pas à eux, hélas. Qui l'est juridiquement, qui ne l'est pas moralement. Oui, mais qui ne l'est pas parce que ce sont les fidèles qui ont construit ces cathédrales. Et ce n'est pas la République. D'accord. Donc d'accord, c'est je sais que vous êtes d'accord. C'est un rapt. Je rappelle, si vous voulez, que la cathédrale appartient aux fidèles et non à aucun autre organisme. Ceci dit, ils sont si peu nombreux aujourd'hui qu'ils auraient du mal à l'entretenir, malheureusement. Alors, mais les choses oui, mais on a bien vu que les dons sont arrivés en quantité pour réparer Notre-Dame. Alors, il y a eu des excès extraordinaires. Vous vous souvenez sans doute de ce qui s'est passé à Anzy-le-Duc. Il y a un industriel qui a voulu installer son poulain, un artiste qui s'appelait Marc Fromanger, pour remplacer 10 vitraux de cette église romane aussi, excusez du peu. Alors, il y avait des vitraux clairs et puis il y avait une grande croix juste derrière le chœur. Et son projet était fait de dessins très naïfs, de petits personnages rondouillards. On ne savait pas très bien si c'était dans un match de foot ou dans la galerie commerciale du coin. Et l'artiste a lui-même décrété, parce qu'on lui avait fait remarquer qu'un mouvement local dirigé par Stéphanie Bignon, que les auditeurs de TV Liberté connaissent bien, Stéphanie Bignon s'est élevée en disant non, vous ne toucherez pas à la croix. Et l'artiste a répondu, mon œuvre est incompatible avec la croix. Là, on arrive au choc frontal. Et alors, Stéphanie Bignon a eu l'intelligence de prévenir l'évêque d'Autun, et qui lui a dit, mais oui, et qui est allé voir l'atelier, et qui a vu en effet que c'est incompatible. n'avait pas grand-chose à faire dans cette église, et tout est rentré dans l'ordre. Alors, il y a le même cas de figure arrive à Notre-Dame, voilà, parce que cette jeune femme, Claire Tabouret, qui a sûrement un certain don, alors son projet, c'était des fidèles regardant les vitraux de Viollet-le-Duc. Ah oui. C'est joli comme idée. Alors, pourquoi ne pas les laisser regarder par les vitraux ? Le problème, c'est qu'il y a des lois. On a signé la charte de Venise. Bien et sûr. Dans cette charte, on ne doit pas remplacer, détruire ce qui n'est pas en position de destruction, qui n'est pas abîmé, et ce qui n'engage pas des problèmes pour le reste de la structure. Donc, d'autant que les 10 vitraux sont classés monument historique. Les 10 vitraux sont classés. Je parle de ceux qui existent actuellement. Absolument. Donc, et qui sont très jolis, on peut les voir, et qui sont très jolis. Et donc, pourquoi vouloir faire ce geste contemporain ? Alors, il y a une explication que l'on trouve très facilement dans les livres de Aude de Queyros, qui s'appelle « L'art financier ». Lisez, chers amis, vous l'avez eu à ce micro, ou « L'art sacré ». Chez Erol. Vous pouvez aussi lire les livres, les articles de... Aude de Queyros vient de republier un livre, et c'est en livre de poche, c'est pour ça que je le donne, Art contemporain, manipulation et géopolitique. Ça, c'est assez extraordinaire, parce que ça n'a... Alors, l'art dans les églises a toujours été politique. Quand les évêques ou les grands mécènes italiens commandaient des vitraux et des tableaux, mais ces individus ne faisaient pas passer un message politique. Du moins, pas un mauvais message. Ils faisaient passer un message religieux. Ils étaient souvent à genoux dans le coin, à droite ou à gauche. Bon. Alors, à genoux, j'ai oublié de dire dans l'épuration les prie-dieux. Mais ça, les prie-dieux, c'est un terme trop compliqué à comprendre pour nos contemporains. Ils avaient déjà disparu, je pense. Bien sûr. Avant le feu. Mais moi, je milite pour le retour des prie-dieux. Alors, le blog de Christine Surgins, le grain de sel aussi, est extrêmement important à suivre pour comprendre tous ces phénomènes. Alors, Claire Tabouret est un poulain de M. Pinault. Et M. Pinault, l'a tout de même, il l'a distingué à l'École des Beaux-Arts, à Paris. Il l'a envoyé à Los Angeles, où il lui a offert un très très bel atelier, où elle est depuis une dizaine d'années.
Et, Une artiste d'Hollywood, en somme. Ouais. Et elle a eu beaucoup de prix partout, et donc sa cote a monté. Pourquoi critiquons-nous alors? Pardon? Pourquoi critiquons-nous, je dis? Absolument. Parce que j'ai peur que ni vous ni moi, Monsieur l'abbé, nous soyons très très impressionnés par le veau d'or. Vous voyez, tout ce qui brille n'est pas d'or, et donc nous restons assez éloignés. Nous cherchons le vrai talent, la vraie beauté, qui est le pressentiment du divin. Ça, il faudrait quand même leur rappeler. Et oui, bien sûr. Là, il y a un manque aussi. Bien sûr. Gros manque. Gros manque. Oui. Donc ces vitraux vont être posés ou pas posés, on ne sait pas parce qu'on ne sait pas si Alors, ce qui va se passer. Tout n'est pas joué. Hein. La cote de Madame Tabouret va monter, exactement comme la cote de Jeff Koons a monté après être installé à Versailles. Vous voyez, c'est toujours les mêmes petites manipulations. Alors, quand on en a vu une, c'est facile de déterminer les autres, de voir les autres. Et comme M. Pinault a donné beaucoup d'argent à la cathédrale, il espère ce qu'on appelle un retour sur investissement. Merci, j'avais oublié le mot. Donc voilà, on en est là, ce qui est quand même un petit peu effrayant. Mais bon, alléluia, la cathédrale est là. Oui. C'est quand même, à mon avis... Une partie du mobilier bien sûr, les stalles n'ont pas été brûlées. L'hôtel 19e a été sauvé. Il a même été lui, la Providence l'a épargné complètement. Dans son état 19e. C'est ça qui est étonnant, oui. Sauf qu'on a mis un tabernacle un peu avancé, ce qui fait qu'on peut difficilement dire la messe. Bon, j'arriverai à le faire, mais c'est quand même un petit peu difficile. Mais enfin, c'est pas très grave. Les autels latéraux sont tous là, la plupart du temps avec leurs pierres sacrées. Oui. Il suffirait de remettre des chandeliers qui sont peut-être dans les sacristies. Et les mets de Notre-Dame sont en place et bien restaurés. Avant, ils ont été restaurés à nouveau, peut-être à l'occasion. Pas à l'occasion. On pouvait les voir au Gobelin avant l'installation. On pouvait les voir de très près. C'était magnifique. Ça, je dois avouer que personnellement, pendant cette terrible soirée de l'incendie de Notre-Dame, je priais pour ces mets. J'avais très peur qu'ils partent en fumée, parce que c'est vrai, des tableaux, c'est quand même très fragile. Or non, ils ont miraculeusement été sauvés. Alors, tout n'est pas terminé, et ils vont mettre en fait des tableaux contemporains dans toutes les chapelles nord, c'est-à-dire côté hôtel de ville. Bien sûr. Donc, parce qu'il faut que le XXIe siècle entre dans dans Notre-Dame. Oui, mais il rentre déjà suffisamment avec le brouhaha continuel. Il y a quelque chose de fascinant dans cette volonté de laisser sa marque. Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai, et qui est aussi très français. Nous sommes de la Révolution. Imaginez qu'on fasse une chose pareille en Italie. C'est impensable. Non, impensable. Oui. D'ailleurs, ni même qu'on détruise le centre de Rome comme on détruit le centre de Paris. C'est pas pensable. Non, c'est pas pensable non plus à Bruges. Oui, c'est vrai, par exemple. Je vais vous raconter une jolie histoire que j'ai vécue aux côtés de Vladimir Volkov. J'étais à un congrès de la désinformation organisé par Daniel Trinquet, il y a longtemps. Vladimir Volkov me raconte l'histoire suivante. L'équipe du grand groupe hôtelier Hilton vient à Bruges avec l'intention de créer un hôtel, une tour. Oui. Et alors, la municipalité de Bruges a fait fabriquer un grand ballon en forme de tour, par rond, et il l'a installé à peu près partout dans la ville. Pour savoir ce qu'elle avait fait. Et pour savoir l'effet que ça avait fait. Et le représentant Hilton était absolument ravi, on voyait sa tour de partout. Et à ce moment-là, le jugement de la municipalité est tombé, bien vous voyez, non. On le voit de partout, donc il est impossible que nous installions votre tour. Au revoir, monsieur. Et j'ai trouvé cette histoire très, très marquante. Mais malheureusement, il n'y a rien à Paris. On bâtit des pyramides dans la cour du Louvre, des ceci, de cela. Enfin, c'est une... Ce qui est étonnant, c'est que cette histoire de la restauration est symptomatique d'un rapport avec le passé. J'ai beaucoup appris en potassant cette histoire. Il y a 3 sortes de restauration là, dans l'histoire. Il y a celle de Viollet-le-Duc, qui est extrêmement respectueuse et modeste.
Oui, alors là, je serais moins... Vous vraiment, êtes- vous êtes pas, je ne suis pas très Viollet-le-Duc. Enfin, Vous disons n'êtes- que je ne veux Vous pas... savez que Notre-Dame était en train de s'écrouler. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, bien sûr, il l'a bien sûr, sauvé. bien sûr, bien sûr. Oui, Bon, non, vous mais trouvez c'est qu'il y a trop de gargouilles? Non, je trouve qu'il a eu la main très lourde. Mais je ne veux pas jouer aux puristes, Ouais, si vous voulez. Mais moi, j'adore Carcassonne. oui. Je sais que les remparts sont oui, formellement oui, oui, moches. oui, oui. J'aime bien Carcassonne. Le fait qu'on mette des tuiles désormais rouges pour remplacer les ardoises, Oui. ça arrange un petit peu. Ça fait Oui. plus... Pierrefonds, le château de Pierrefonds est une bon, merveille. d'accord, oui. Bon. Mais bon, Moi, enfin, il a j'aime eu la bien. main très lourde, mais bon, il J'aime a bien ça. sauvé, en effet. Mais ce qu'on retrouve aujourd'hui, il faut quand même le dire, c'est l'État Viollet-le-Duc. Oui, Voilà. Bon, très bien, absolument. très bien, hein. Absolument. Mais c'est la dernière Oui, restauration. et par ailleurs, Et puis, c'est la pourrait pas. doctrine C'est la doctrine. des monuments historiques à laquelle la France est censée adhérer. Oui. C'est le dernier État historique Oui. que l'on va récupérer et restaurer. On aurait pu, très bien, bon, c'est un rêve que je fais, mais restaurer, par exemple, le chœur dans son état 18e, ça aurait été magnifique. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais, Puisqu'on a la possibilité. il y a cette règle-là. C'est vrai Voilà, qu'on c'est comme ça. on ne peut pas. Le deuxième stade de restauration, c'est la restauration anglaise. Toutes leurs abbayes sont en ruine. C'est normal, ils les ont Oui. détruites Oui. gaillardement. Et très contents de les voir en ruine, ils les laissent comme En ça ruine, et ils mettent une jolie pelouse Autour. magnifique tout autour. C'est quand même, ça c'est très anglais. Et troisième état de la restauration, c'est la thèse italienne. Et on l'appelle la thèse philologique. En fait, c'est restaurer, mais avec des couleurs différentes pour que l'on voit que cette restauration est du XXe. Ainsi ont-ils fait avec le Colisée, qui était en effet, quand on voit des tableaux d'antique, le Colisée est détruit à moitié. Ils l'ont reconstruit, mais en montrant bien. C'est ça, oui. En tout cas, on est capable aujourd'hui de faire des choses extraordinaires, de Oui. faire des restaurations Ouais. donc médiévales, 18e. Vous voyez Dresde, les Dresde, églises de Dresde qui ont été complètement ou eh oui. les églises baroques, églises ou temples protestants, Tout luthériens, a baroques été refait, oui. ont été refaits à l'identique. Oui. On est capable de faire des choses. Nuremberg aussi a été Oui, reconstruit. bien, oui. Là, je parle de l'art sacré. Oui, de l'art sacré. Tout à fait. Oui, oui. Mais ça me paraît un peu symptomatique du rapport au passé. Rapport qui est complètement perturbé aujourd'hui. Oui, oui, bien sûr. Le respect n'existe pas. Alors, Du passé, faisons table On pourrait rase. vous objecter que dans le passé non plus, et par exemple à Notre-Dame, les générations successives n'ont pas respecté ce qu'avaient fait les générations antérieures. Oui. Et que, par exemple, pour prendre les dernières étapes, à la fin du XVIIe siècle, on a ouvert le rétable, Oui. pas le rétable, puis le jubé, pardon. Les jubés qui ont disparu. Voilà, on a mis des... Oui, absolument. Mais on le faisait très bien. On avait encore... On le faisait dans le respect oui. d'une structure et on ne le faisait pas dans l'esprit d'une confrontation, d'une rupture. Oui. Et ça, c'est l'idée de rupture qui est insupportable. C'est-à-dire que l'art post-révolutionnaire, alors avec évidemment une langue dégradation, là je philosophe tristement, a connu la même rupture que la politique. Hein. On est entré dans un autre monde, oui. en plus le machinisme, etc. Enfin, fait que, Avec cette doxa, du passé faisons table rase. faisons table rase. Alors que... Alors, dans un premier temps, on remplace, on va dire, la Viollet-le-Duc, très bien, et ensuite, c'est beaucoup plus dégradé. Ouais. C'est toute une philosophie, vous avez raison. On sait refaire, voilà. Ça, c'est... Heureusement. Heureusement. Oui. Et les ouvriers qui ont travaillé sur cette œuvre ont été, d'une part, éblouis, ravis, et ça leur a rendu... une certaine joie, et c'est la porte ouverte à d'autres restaurations, bien sûr. À condition que on ne gaspille pas l'argent stupidement à vouloir faire entrer des œuvres qui n'ont rien à y faire. Puis ce qui est choquant, c'est encore une fois, c'est l'introduction d'un contemporain sans aucune spiritualité dans un lieu qui est consacré. Si on veut faire du contemporain moche, la basilique souterraine de Lourdes, bon, on fait ça comme un garage, très bien. Mais en plus elle est souterraine, on ne la voit pas.
Alors, tout, votre honneur, tout n'est pas laid dans le contemporain. Il y a un peintre d'art sacré absolument superbe qui s'appelle Augustin Frison-Roche, qui fait des toiles d'une grande beauté. Donc, nous ne sommes pas des vieilles choses qui voulons à tout prix critiquer notre monde présent. Non, pas du tout, au contraire. Mais bon, voilà, ne mélangeons pas. Ne mélangeons pas, s'il vous plaît. Et laissons Notre-Dame et tous ces tableaux reposer en paix et être offerts à notre admiration sans supporter le voisinage de choses extrêmement choquantes. Parfois démodées, ces tapisseries qui sont mises en fait. Et parfois terriblement démodées. Et puis qui, à mon avis, sont peu charitables pour ces artistes, parce qu'on voit très bien que... on voit très bien. Moi, je connais un petit garçon qui a visité le musée Beaubourg. Il avait 10 ans. Mais bon, il avait visité tous les musées d'Italie étant plus jeune. Et on lui a fait descendre tout le musée Beaubourg. Et en bas, il s'est exprimé en disant « il ne se sent pas vraiment fatigué ». Merci beaucoup, Monsieur l'abbé, d'être venu nous éclairer. Et merci d'écrire de si beaux livres qui sont un baume sur notre peine de voir une certaine Église dans cet état et qui nous donne les clés pour retrouver une Église demain. Titre de votre dernier livre publié chez L'Homme Nouveau. Et donc je rappelle l'autre livre très important, Trouvera-t-il encore la foi sur terre, chez Via Romana. Ce sont vos 2 éditeurs. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Merci, madame. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Vous aimez cette chronique de cinéma? Nous la continuons avec Renaud de Bourloff. Bonjour Renaud. Bonjour Anne. Alors, vous nous offrez le tout dernier, L'ours dans le Jura. Un ours dans le Jura. Bah, écoutez, on va commencer l'année dans la bonne humeur parce que c'est un film très drôle. C'est un film d'après une histoire fausse. Oui. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit sur l'affiche du film. Oui. Alors c'est un film de Franck Dubosc. Oui. Franck Dubosc qui nous avait bluffé le mois dernier dans Prodigieuse. Oui. Prodigieuse, un film malheureusement passé inaperçu en salle. Oui, alors, petite parenthèse, c'est absolument odieux. Il y avait 2 films musicaux, si je puis dire, au même moment. Il y avait La Fanfare, En Fanfare, En Fanfare, bien sûr. Et il y avait Prodigieuse. Alors, Prodigieuse, c'était une belle histoire de famille. Une très belle histoire de famille. 1, une victoire sur l'adversité. 2, il n'y avait pas un brin de politique dans ce film. C'était passionnant. Et En Fanfare, il y avait quand même le marteau-piqueur du politique, avec les différences sociales. C'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup de fric et qu'on habite dans une petite ville qu'on parle comme le type qui dit putain con tous les 2 mètres. Le film aborde la question des différences sociales, mais il poussait aussi au débat. Bon, il ouvrait des discussions. Oui. Enfin, j'ai pas eu envie de le voir parce que Prodigieuse était mieux. Comme par hasard, le grand public a choisi En Fanfare. Fin de la parenthèse. À vous. Alors, donc Franck Dubosc nous avait surpris dans un registre émouvant. Oui. Cette fois-ci, il nous surprend de nouveau dans un registre comique, comme d'habitude, mais c'est plus le comique lourdingue de camping, de Bienvenue à bord, tout ça c'est très drôle. Oui. On a beau dire ce qu'on veut, c'est parfois lourdingue. Là, cette fois-ci, c'est une comédie noire reposant sur un scénario très bien ficelé, un scénario dont il est le rédacteur. Il est à la fois acteur principal, co-scénariste et réalisateur. Oui. Et là, il nous sort une comédie noire reposant sur un scénario bien construit. Alors, quel est le scénario? Le début? Le début, Franck Dubosc joue un homme qui rentre chez lui sur une route enneigée du Jura. Pour éviter un ours, il perd le contrôle de son véhicule et il provoque un accident mortel. Les 2 victimes de l'accident sont un couple de trafiquants de drogue. Bien fait pour eux. Avec sa femme, il découvre dans la voiture accidentée un sac de sport avec 2 millions d'euros en billets de banque. Et puis bon, la suite de l'histoire va pas être aussi simple que ça. Donc on n'en dit pas plus. On a on a aussi l'officier de gendarmerie joué par Benoît Poelvoorde qui évidemment met son nez là-dedans. Et puis pendant ce temps, les trafiquants de drogue, les complices, qui cherchent le blé, ils sont pas loin non plus. Et puis alors, c'est toute une série de comiques de situation, de quiproquos, de gags. C'est subtil, c'est subtil. C'est pas forcément un film à voir en famille, je préfère le préciser quand même, parce qu'il y a de la violence et de l'érotisme, ce qui fait qu'on le déconseille aux jeunes enfants. Pas en famille, même aux enfants. Grands enfants seulement. Ouais. Merci beaucoup, vous me donnez envie de le voir.
Alors moi, nous avons vu tous les deux Sarah Bernard et grosse déception. La grosse déception, surtout vu l'enjeu. On parle quand même de Sarah Bernard, considérée comme la plus grande tragédienne de l'histoire du théâtre français, surnommée la Voix d'Or, surnommée le monstre sacré. Et pas une ligne de vers racinien, cornélien, Edmond Rostand, rien. C'est ça. Rien. On aurait voir un film sur Sarah Bernard sans entendre Rostand ou Victor Hugo, c'est comme une biographie sur Aznavour sans chanson, si vous voulez. Absolument. Or, le film d'Aznavour était très bon grâce à ses chansons. Alors, ce que l'on voit par contre, ce sont les coucheries de Sarah Bernard, qui avaient quand même... Y compris une coucherie avec une femme. Une coucherie avec une femme, bien sûr. Elle avait quand même de gros besoins. Elle sautait sur tout ce qui bouge. Tout ce qui est dit dans le film n'est pas forcément faux, mais la vie de Sarah Bernard est tellement passionnante qu'on aurait pu choisir un autre angle. Oui. Montrer ses tournées aux États-Unis, en Russie, en Angleterre, au Canada, où elle était l'ambassadeur du théâtre français, de la culture française. Mon ami, vous n'avez pas vu, le problème c'est que ça coûte plus cher. Ils ont du budget dans le cinéma français, vous savez, nos impôts, ça sert à tout ça. Bon, en tout cas, ce qui est amusant aussi, ce sont les décors du 19e. On est plongé dans l'époque. La richesse des appartements. On voit une galerie de personnages, on voit Edmond Rostand, on voit Sacha Guitry. Sacha Guitry, père et fils. On invente une liaison entre Edmond Rostand et Sarah Bernard qui n'a jamais existé. C'était des amis, voilà. En tout cas, ils se voyaient notamment à Andernos, au bassin d'Arcachon. Sandrine Kiberlin joue très bien. C'est vrai. C'est sûr. C'est vrai. Ce qu'on peut sauver et puis le couplet en plein milieu, il faut sauver Dreyfus, je suis juive et il faut sauver Dreyfus. Historiquement, c'est exact. Absolument. Le autre film que j'ai vu, La plus précieuse des marchandises. Alors, je voulais le voir parce que c'était Michel Hazanavicius, qui est le grand réalisateur des James Bond et de L'Artiste. C'est un conte de Jean-Claude Grimbert, dont le père a été déporté. C'est un dessin animé, mais pas du tout pour les enfants, je vous le certifie. C'est une pauvre bûcheronne polonaise. C'est un vrai dessin animé dessiné par Michel Hazanavicius. Et il a un dessin très très joli. Alors tout est en noir et blanc, puisque évidemment il neige tout le temps. Et cette saison. Il y a juste les troncs des arbres qui sont noirs. Et elle ramasse du bois et elle réclame à Dieu un second enfant, le premier étant mort. Et il va y avoir un train, les trains passent tout le temps parce qu'ils sont sur le trajet des trains pour Auschwitz. Et un juif va lancer son bébé par la fenêtre pour le sauver. Et elle récupère cet enfant, elle dépense des trésors d'intelligence pour le nourrir, elle a des problèmes avec son mari qui ne veut pas, bon, toute l'histoire continue. C'est un film assez dur, violent, et puis il y a cette déclaration triste au milieu du film. Elle est sur le corps de son deuxième protecteur, son mari étant mort. Elle est allée voir l'autre bûcheron qui lui donnait du lait pour sa fille. Et elle remercie Dieu. Et tout d'un coup, elle dit « Mais Dieu ne m'a rien donné ». Et c'est une déclaration d'athéisme bien propre à l'époque. Et c'est assez dur à avaler. Et puis je propose un autre film. Alors là, c'est sur Internet, mes amis. Il faut aller sur Internet parce qu'il y a quand même des choses très très bien faites. Et j'ai vu La petite Dorrit de Charles Dickens. C'est une série anglaise donnée par Arte que l'on trouve facilement. Et c'est l'esprit de résistance d'une jeune fille dont le père est emprisonné pour dette et la chute d'un banquier anglais qui pratiquait déjà la pyramide de Ponzi au XIXe siècle. Oui, c'est ce que j'ai dit, on est à Londres du XIXe siècle, c'est ça. Exactement comme Goldman Sachs dernièrement, enfin il y a 20 ans déjà. Donc on plonge dans l'univers anglo-saxon où on fout donc les pauvres en prison parce qu'ils ne peuvent pas payer. Et c'est un très joli film. L'histoire de la petite Dorrit est belle, très très belle. Voilà. Et puis donc le déluge sur les derniers mois de Louis XVI. Alors vous l'avez vu. Oui. Et alors racontez-nous. Alors, donc le film raconte la détention de la famille royale dans la tour du Temple, d'août 1792 au 21 janvier 1793. Oui.
Donc c'est un huis clos. On voit cette famille royale qui est montrée sous un jour attachant, il faut bien le dire. On voit Louis XVI présenté en père attentionné vis-à-vis de ses enfants, en homme bienveillant. Le film s'éloigne en partie du portrait officiel qu'a fait Louis XVI. On dit souvent Louis XVI était un homme gentil, bien intentionné, mais pas très intelligent. Le film s'éloigne en partie puisque Guillaume Canet... qui joue Louis XVI. Guillaume Canet qui est méconnaissable. Oui. On ne voit plus l'acteur, on ne voit que le personnage. C'est fort. Vraiment, l'acteur s'efface totalement vers le personnage. Moi, j'avais même à peine à croire que c'était Guillaume Canet. C'est vraiment à ce point-là. Guillaume Canet parle lentement, comme pour donner un air niais à son personnage, mais pour autant, Louis XVI n'apparaît pas comme un idiot. Il apparaît comme quelqu'un qui parle mal, mais qui est très intelligent, très érudit. Il a des discussions passionnantes avec ses geôliers, notamment l'un d'eux qui lui fait part de l'idéal d'égalité, et Louis XVI lui répond que l'égalité, on ne la trouve pas dans la nature. Et il lui répond que ça relève de l'utopie. On sent que Louis XVI est un homme qui est instruit, qui est réfléchi. Donc pas du tout l'homme un peu bête et un peu naïf qu'on voit habituellement. Et Marie-Antoinette, Mélanie Laurent. Mélanie Laurent dans le rôle de Marie-Antoinette. Ouais. Bon, Mélanie Laurent est habituée au rôle de quadragénaires parisiennes qui ont des problèmes de couple et des problèmes de famille. Voilà. Dans sa jeunesse, elle a joué le rôle de belles aristocrates aussi. Oui, c'est possible. C'était il y a longtemps. Et oui, je veux bien le croire, parce que là... Là, on voit bien l'actrice, on voit bien Mélanie Laurent, on voit pas Marie-Antoinette. On a des scènes où elle a fait des remontrances à Louis XVI. On a plutôt l'impression de voir la bobo parisienne qui s'engueule avec son compagnon que voir la reine de France qui s'adresse au roi de France. Bon, autant Guillaume Canet est remarquable dans le rôle de Louis XVI, autant Mélanie Laurent, elle ne fait pas du Marie-Antoinette, elle fait du Mélanie Laurent. Mais disons-le, on est tellement loin de cette image abjecte qu'on a vue pendant les JO avec Marie-Antoinette à la tête coupée. Oui. Vous vous souvenez de cette image, bien sûr? Oui, non, moi, si vous voulez, les films sur cette partie-là, je peux pas, parce qu'après, ça me rend difficile dans mes rapports avec la République. Oui, mais ça fait plaisir de voir au cinéma une image attachante de la famille royale. Je ne peux pas. Donc, pour résumer, nous suggérons l'ours. L'ours dans le Jura. Dans le Jura. La petite Dorite de Charles Dickens, que l'on trouve donc sur Arte. Et puis, nous avons vu aussi Sarah Bernard et la plus précieuse des marchandises. Sarah Bernard, est-ce qu'on le recommande? Je crois qu'on peut passer son chemin. On peut passer son chemin. Et donc, n'oublions pas Le Déluge avec Guillaume Canet. Bien sûr. Voilà. Et on se retrouvera pour le mois prochain. On commentera le nouveau Mel Gibson. Et on commentera le nouveau Mel Gibson. Merci beaucoup, Renaud. C'est moi qui vous remercie, Anne. Ami TV Liberté, à bientôt.